Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. La rencontre avec Mongo m'a fait revivre mon arrivée ici durant l'été 1976. Je me souviens de ce premier appartement mal chauffé, de mon premier boulot et du moment exact où j'ai compris que j'étais ici pour rester. Comme Mongo, je ne voulais pas me faire absorber par ma culture d'origine. Je ne cherchais surtout pas la chaleur d'une communauté où je pouvais partager avec les gens la même langue, les mêmes goûts culinaires et musicaux et les mêmes inquiétudes face à l'autre. J'évitais tout ce qui me rappelait la vie d'avant. Je chassais vite le moindre souvenir qui effleurait ma mémoire avant qu'il ne se métastase et fasse de moi un esclave de la nostalgie. J'ai un ami qui n'a pas pu résister à l'appel d'une libellule se posant sur un bâton dans un marais près de l'endroit où il a passé son enfance. Plus le souvenir semble banal au départ, plus il s'amplifie au fur et à mesure que le temps passe. Dans les premiers jours, c'est une guerre entre un présent si chaud et un passé qui refuse de devenir passé. Dany Laferrière, Tout ce qu'on ne te dira pas Mongo, collection chronique parue chez Mémoire d'un crier. Dany Laferrière de l'Académie française. Dany Laferrière, que faites-vous dans la vie? Oh, dans la vie, c'est simple. J'écris, je lis, ici souvent, et je voyage. Je voyage parce que quand j'écris un livre, si la personne à l'autre bout, je vous les ai déjà racontés, et aime le livre, il m'invite à venir le présenter aux gens qui l'intéressent, qui fréquentent son club littéraire, et son festival, son salon du livre. Il y en a de plus en plus de par le monde. De plus en plus, on voit des gens se réunir pour lire en collectif, si l'on peut dire, et discuter de littérature. Je pense que jamais dans l'histoire du monde, on a eu une telle effervescence de la part des lecteurs. Est-ce que la lecture, pour vous, serait une activité couchée? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que l'écriture est plutôt verticale et que la lecture est horizontale. Et j'aime bien me retrouver sur ce petit lit ou bien dans une baignoire et en train de lire parce que l'élément liquide. Ça, j'adore. Et la rondeur, dans la baignoire, c'est magnifique. et la rondeur aussi de la baignoire qui me donne l'impression du ventre maternel et le liquide amniotique, l'eau. Et tout cela me berce, et tout cela m'apaise, tout cela me console. Je crois qu'une grande partie de la lecture est faite pour qu'on soit consolé des malheurs du monde. Et une autre partie de la lecture, c'est pour qu'on soit inquiet de précisément de notre paresse, et de notre désengagement face au malheur du monde. Est-ce que cette activité vous permet aussi de passer à côté des voies insondables? Oui. S'il y en aurait des voies insondables déjà. Oui, mais moi, c'est très physique. J'avais oublié que je fais aussi à manger. Tout est physique, tout est corps chez moi. La lecture comme l'écriture ne sont pas des choses abstraites et elles s'incarnent dans des activités extrêmement physiques et parfois assez précises et dans l'espace-temps de la journée. Et je lis le soir, et je lis le matin, j'écris plutôt en milieu de journée et puis je fais à manger
pour pouvoir retourner à ma lecture, à mon écriture. Donc ça, c'est l'étape studieuse. Il y a une autre étape où je voyage, où je vais dans le monde, et je veux dire déjà dans mon quartier, et faire un tour de quartier, et où je vais jusqu'à l'aéroport, et là, je vais un peu partout dans le monde, que ce soit à Pékin, à Berlin, à Lisbonne, à Rio, à Port-au-Prince, à Dakar, et à Alger, enfin, et tout. C'est ça qui est intéressant, que cette page écrite, que ces 26 lettres de l'alphabet peuvent avoir au bout de leur musicalité le monde. Le monde. On entend le chant du monde par la petite porte, par la fenêtre, qui est tout près, et dans ce studio, que je transcris sur la page. Et après, je vais voir en direct si cette rumeur était juste. Est-ce que vous écrivez sur le vif, sur le premier coup, avec un stylo, ou bien est-ce que vous êtes dans la passion du clavier d'ordinateur? Les deux, les deux. J'aime bien écrire à la main, et à la main avec un stylo dans des carnets, je vous les montrerai tout à l'heure. J'ai plein de carnets, et puis j'aime bien aussi entendre le tapotement, le bruit de la machine à écrire, le bruit maintenant du clavier de l'ordinateur, mais avant c'était la machine à écrire, la Remington, que j'ai écrite avec beaucoup de ferveur dans ce livre. Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, qui est reparu dans Mythologie américaine avec 2 autres romans. Chez Grasset. Oui, mais j'aime bien toutes les formes, toutes les possibilités qu'on a pour écrire. Où prenez-vous le plus de plaisir? Est-ce que c'est avec le stylo? Est-ce que c'est avec l'ordinateur ou la machine à écrire? Où sentez-vous un feeling plus important, plus envoûtant? Je sais pas, et ça va à l'instinct, et puis ça va au moment. Le matin, j'aime bien prendre des notes, ne pas me déplacer du lit, et peut-être très tard aussi, quand je vais m'endormir, tomber de sommeil. Donc c'est pas avec un appareil électrique, c'est plutôt avec le carnet. Et le carnet aussi, je peux le transporter dans mes voyages, dans un café, et prendre des notes. J'aime bien prendre des notes. Mais quand savez-vous que vous êtes dans les notes? Quand savez-vous que vous êtes dans l'écriture littéraire? Quelle est la marge on va dire, de différenciation? Très peu pour moi. Très peu pour moi, parce que je cherche pas à écrire littérairement. Cela se sait d'ailleurs. En Haïti même, je crois, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on comprenne mon style d'écriture, qu'on a comparé à une forme de paresse, qu'on a cru que c'était de l'insouciance, de la nonchalance, que ce n'était pas travaillé. Parce que nous sommes habitués à une littérature du 19e siècle, très travaillée, Flaubert, donc notre littérature, notre vision de la littérature, et même d'autres écrivains plus contemporains aussi. C'est une vision d'une littérature avec une énorme volonté de la part de l'auteur, volonté de raffinement, de polissage, de travail, et puis un goût aussi pour se faire admirer, et pour qu'on applaudisse le style du livre. Et moi, c'est le contraire. Je ne cherche pas du tout cela, et je cherche à, disons, intoxiquer le lecteur avec des images, des sensations, des émotions. Et tout est en images. Il faudrait, quand j'écris le mot pluie, il faut que le lecteur entende la rumeur de la pluie, le bruit sur la page. C'est ça qui m'intéresse, que la pluie arrive. Et ce n'est pas une variation sur les gouttes d'eau qui perlent sur la voiture et sur les vitres de la voiture, c'est plutôt directement la pluie. Donc j'écris sur des images extrêmement primitives, extrêmement directes. Donc c'est très difficile je travaille parce que je travaille les émotions, je travaille la poésie, mais je donne beaucoup de chance au premier jet, au premier coup. Les notes deviennent le texte définitif souvent. Quand vous écrivez un livre comme Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, est-ce qu'au moment de l'écriture, au moment de la fabrication du propos, est-ce que vous avez, comme en carte mentale, un modèle type de lecteur?
Est-ce que vous le visualisez, ce lecteur, quand vous écrivez? Ah non, le lecteur, c'est moi. Le lecteur, c'est moi. Et le livre doit me plaire d'abord. Je dois entendre la musique que je connais, ma musique intérieure doit apparaître sur la page. Et l'idéal, ce serait que le lecteur éventuel puisse entendre cette musique. Souvent, les lecteurs me le disent. Quand je vous lis, j'entends votre voix. J'ai l'impression que vous me parlez. Et il y a des gens que ça dérange d'entendre la voix de l'auteur qu'ils connaissent. Il y a d'autres gens qui trouvent ça authentique. D'entendre et de sentir qu'il y a une seule et même personne, qu'il n'y a pas, disons... qu'il y a une commune mesure entre la parole parlée et la parole écrite. Oui, et la musique intérieure. C'est-à-dire que la musique intérieure, sans chichi, est arrivée jusqu'à la page. C'est un mélange de rythme et d'émotion. Mais comme tic d'écrivain, est-ce que vous parlez quand vous écrivez? Est-ce que vous dites la chose en l'écrivant? Je ne le dis pas à haute voix, mais oui. Il y a un mouvement de vos lèvres quand même. Oui, il y a quelque chose d'intérieur. Et la chose vient de l'intérieur et je le sens vraiment comme une chose réelle, physique et concrète. Pour moi, les phrases sont concrètes. Une phrase est un mélange d'émotions, de musique et de rythme. Et il faut que toutes les phrases soient à peu près comme ça, sans que ce soit chargé, sans que ce soit trop comploté. Et il faut qu'à un moment donné, il y a des moments de baisse de tension dans la page et des reprises aussi. Mais tout cela, vraiment, je me sens plutôt chef d'orchestre. Oui. Mais quand vous écrivez, est-ce que vous êtes dans cette vision de la littérature qui consisterait à penser que vous ajoutez dans le monde une parole nouvelle qui n'a jamais été dite? Ou bien est-ce que vous êtes dans une reconfiguration d'un déjà là? Vous savez, on ne peut pas penser à des choses comme ça parce que ça fait longtemps qu'on écrit des livres. Sur n'importe quel sujet, le plus banal est le plus, disons, entendu, l'amour, par exemple, ou la mort. Donc, si on se dit, est-ce qu'on va faire quelque chose d'original? Mon écrivain préféré, tout le monde le sait, c'est Borges. Il dit que l'originalité est une superstition moderne. Autrefois, n'importe quel écrivain... Ça, il faut la reprendre, Dany. Oui. Il faut reprendre cette phrase quand même. Ah bon? L'originalité est une... superstition moderne. C'est vrai, tout simplement. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps que cela. Avant, c'était ce qu'on appelle l'imitation des anciens. On imitait, on reprenait les grands thèmes et on essayait de faire ça, si ça coïncidait presque avec la manière dont les très grands anciens voyaient ça, on était plus proche d'une certaine vérité. On reproduisait ce qu'on a fait beaucoup dans la peinture. Si vous allez au Louvre, vous allez voir certains jours des gens à qui on donne la possibilité de venir copier les grands tableaux. Et c'est une très grande habitude. Dans la musique, on le fait. Et vous êtes musicien, vous pouvez toujours jouer Brahms, Chopin, et à satiété, et avant même de composer. Dans la littérature, non. Dès qu'on commence à écrire, les gens vous exigent l'originalité. Et je crois que c'est une illusion. Et la question n'est pas de est-ce qu'on est original, c'est est-ce un témoignage de notre sensibilité sur ce thème-là. Est-ce que maintenant les lecteurs ont envie d'avoir une nouvelle configuration, une nouvelle interprétation de cette musique-là? La musique de l'amour, la musique de la mort, la musique de l'identité, la musique de l'exil, du voyage, du retour. Est-ce qu'on a envie de votre interprétation? Donc, si on n'en a pas envie, non, mais si on en a envie, il y a une sorte de... parce que les gens ne vous connaissent pas, c'est pas vos parents. Et ils ont travaillé dur pour gagner l'argent. Donc, ils vont acheter votre livre parce qu'ils ont envie de vous entendre. Ce n'est pas parce que vous leur apprenez quelque chose, c'est parce qu'ils ont envie de vous entendre. Ils font confiance à la musique qu'ils ont perçue. Et chez vous, votre musique intime, votre petite variation, votre lamentation personnelle. Et ils ont envie de l'entendre sur cela. Voilà. Rapport de confiance donc au départ entre l'écrivain et le lecteur. On va supposer que l'écrivain est dans un cercle, le lecteur dans un autre. Dans la zone d'intersection Dany Laferrière, qu'est-ce que ces deux-là mettent en commun? Mais tout. Vous avez dit le mot, confiance. Confiance, c'est un vieux lien. Et ils mettent en commun la recherche du trésor. J'ai toujours dit que la littérature était une carte de pirates. Vous savez, ces cartes qu'on a coupées en deux et qu'on a donné à deux bandes de pirates opposées
en leur disant que vous ne pourrez trouver le trésor que si vous mettez les deux morceaux ensemble. C'est là que vous allez voir exactement où se trouve le trésor. Eh bien, la littérature, c'est cela. Les deux morceaux, c'est le lecteur d'un côté et l'écrivain de l'autre. S'il ne se rencontrent pas, il n'y a pas de littérature. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Cette recherche de ce lien-là, et le lecteur le sent. Et quand vous ne faites pas une littérature uniquement pour vous, vous pouvez faire quelque chose de très, très intime sans que ce soit pour vous. Sans que ce soit pour vous. Et le sans que ce soit pour vous, c'est une petite partie qui est la conscience même de l'écriture. Quelque chose qui fait que c'est un acte humain, qu'il y fait entrer le collectif, et quelque chose d'autre. Et ça n'a rien à voir avec l'idée que les gens disent est-ce que l'écrivain est narcissique parce qu'il parle de lui. Ça n'a rien à voir. On entend votre musique, on entend l'appel que vous faites s'il y en a un. Que vous écrivez des histoires de manifestes, où vous parlez directement au lecteur, il ne vous écoutera pas s'il sent que derrière cela, c'est quelque chose que vous préparez pour vous-même. Et que vous écrivez quelque chose qui ne regarde que vous, une toute petite chose qui remonte à l'enfance, comme une tasse de café qui remonte à l'enfance, et qui n'appartient qu'à vous dans votre petite ville de Petit Goâve, sur une petite galerie, avec une grand-mère assise, eh bien le monde entier peut l'entendre. Et peut être touché par ce message. S'il sent qu'il y a une offrande. Mesdames et messieurs, Dany Laferrière de l'Académie française est sur le plateau des Livrez-vous. Pour le coup, nous sommes au Récollet, nous sommes dans le studio de Dany Laferrière. Merci de suivre cette émission. Dany vous revient après cette première respiration. Oui. Alors, j'arrive, pas de problème. Alors, te voici de retour. Oui. Ben, j'ai été faire un petit marché. Et pour le coup, on aura un Dany Laferrière à la cuisine. Dany Laferrière qui fait sa vaisselle. C'est normal. Parce qu'ici, on est toujours très rapide. Hein, parce que là, moi, je dois passer chez mon éditeur, chez Grasset. Ensuite, je passe chez Zulma. Il y a une petite fête chez Zulma, parce qu'à Paris aussi, il y a toujours des fêtes. Et le vin, la pensée, ça c'est très bien, ça c'est l'élégance de Paris. Et tu préfères faire ça comme ça, chez toi, manger tranquille chez toi, au lieu d'aller manger dans les restaurants oui, pas toujours, les restaurants, on vous impose la manière, alors que ici je fais... Et pour le coup, tu es très légumes, il me semble. Ah oui. Surtout en été, il fait chaud, tu n'as pas besoin de... Donc je vais faire ça. Un petit riz avec, on flanque ça par terre, la poubelle est là naturellement. Alors. Et là, qu'est-ce que tu vas préparer à manger? Ah ben c'est très simple, hein, du riz blanc. et peut-être, si j'ai pas de riz, je ferai un petit spaghetti. Et j'ai l'impression que j'ai pas de riz. Attends voir quelque chose. Parce que toutes ces choses-là, comme je suis un peu pressé, tu m'excuses. Ouais. Donc voici autant de choses qui constituent le quotidien d'un écrivain connu, installé à l'Académie française. Tu te fais des petits plats comme ça à la maison, des petits plats de spaghettis, de riz. Si tu veux, c'est bizarre parce que moi j'aime pas manger trop lourdement, j'aime manger à mon temps régulier. Donc ça va être spaghetti. Ah mais oui. Moi j'adore te voir comme ça, Dany. Alors là, je fais mon spaghetti. J'ouvre, oui, et puis... Tu montes ton volume de four et... Oui, je monte mon volume de four, ça va jusqu'à 9. Ouais. Donc ça va être là, ça va être encore plus fort. Je mets un petit peu d'huile. Mais qui t'a appris à faire à manger, Dany? Ah ben, j'ai toujours... ça c'est l'huile d'avocat. Hein. J'ai toujours appris à manger depuis que je suis arrivé à Montréal. Parce que sinon, ça allait coûter trop cher. Et donc, il faut mettre un peu d'huile, c'est pour que ça ne colle pas. Okay. Sinon, le spaghetti va coller au bout. Tu vois, tu as toutes les techniques, tout le savoir-faire de vrai cuisinier. Hein. Un peu de sel. Oui, je ne mets pas beaucoup là parce que je ne sais pas pourquoi. Hein, le sel de Paris est plus fort que le sel de Montréal. Il est plus... Bon, naturellement, tu laisses un peu bouillir avant de mettre ça et pour que précisément, ça ne colle pas. Alors, donc, je vais laisser un petit peu là. Je remets ça à sa place. J'ouvre ici. Donc, généralement, tu te fais des pâtes, tu te fais du riz, tu te fais du maïs moulu, j'ai compris aussi. Beaucoup de maïs moulu, et beaucoup aussi de légumes bérégènes,
et mirliton. J'aime beaucoup les légumineuses. Et puis, je fais ça du poulet naturellement. Ouais. Et du poulet. Et donc, j'ai mes recettes. Est-ce que tu te fais à manger tous les jours toi-même? Non, mais souvent. Souvent. Oui, je suis invité. Quand je suis invité à manger, je ne vais pas doubler l'affaire. Ouais, bah oui, autant aller avec l'estomac disponible pour consommer. Absolument. Donc, bon, là, on va tout manger. Légumes, hein, tu vois, le truc est bon, il n'y a aucun problème. Donc, ça paraît gros, mais en fait. Mais est-ce que un petit Gouave, tu aimais déjà consommer légumes? Ou bien entendu, comme tous les enfants, légumes et toi, ça faisait pas trop la paire ensemble? Légumes, je n'aimais pas trop. Trop. Mais par exemple, je n'aimais pas beaucoup les carottes. Maintenant, j'adore les carottes. Bon, là, j'ai pris des carottes rapidement parce que tu étais là, je voulais et que tu manges avant de partir. Mais, Ah ben oui. mais sinon. Tu as mangé parce que les nourritures intellectuelles ne suffisent pas. J'aurais pris des carottes un peu plus. C'est moins cher et beaucoup plus. Je n'achète pas dans des petits sachets comme ça. Ouais. Parce que c'est moins cher d'acheter les carottes déjà presque. Et qui ne sont pas faites précisément, qui ne sont pas préparées. Donc. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre le goût des légumes d'ici à Paris et le goût des légumes en Haïti? Ah, totalement. Si tu prends d'abord l'avocat, c'est pas bon. Certains disent que c'est un fruit et non un légume, d'autres disent que c'est un légume, et c'est pas du tout le même goût. Ouais. C'est pas du tout le même goût. Et si tu prends, par exemple, la mangue aussi, mais les carottes non plus, et les carottes non plus. Donc, c'est embêtement. Alors, la technique, c'est de mettre ta main comme ça là, et sans te couper les doigts. Surtout sans se couper les doigts. Parce que toi, tu as surtout besoin de tes doigts pour écrire. Hein. Absolument. Mes doigts sont occupés. Donc ça, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais un écrivain travaille avec ses doigts. C'est un être du doigté. C'est physique. Il travaille avec ses doigts et ses fesses, parce qu'il faut qu'il s'assoie. Oui, ça c'est vrai. Il faut qu'il reste tranquille. Mais il y a certains quand même qui écrivent debout. Hein. Victor Hugo, on raconte qu'il écrivait debout. Oui, Hugo écrivait debout, Despeste écrit debout, et Hemingway écrit debout. Mais à quel point est-ce que Hugo, c'est un théâtre, c'est un homme de théâtre, il a beaucoup écrit pour le théâtre. Il ne faut pas tout le temps avaler ce que dit Hugo. Oui, il y a peut-être une petite mise en scène de soi dans la chose aussi. Hemingway, c'est le plus grand menteur de la planète, juste après Alexis, et Jacques-Séverin Alexis. Donc, aussi là non plus. Et Despeste, j'ai vu, moi, son cabinet de travail, donc j'ai vu là où il se tient pour écrire, il écrit vraiment sur un chevalet. Je ne sais pas s'il le fait encore. Parce que là, à 90 ans, est-ce qu'il a toujours les possibilités physiques de faire ça? Je ne sais pas s'il avait réécrit son dernier livre, Pour Passenger, s'il l'avait fait comme ça. Donc, alors là, j'ai fait ça. Il me faut faire aussi les oignons maintenant. C'est très simple, hein. En Haïti, on fait bien à manger, donc on prend son temps, tout. Mais des fois aussi, on en fait trop. Hein. Des fois, il faut faire simplement, rapidement. Oui, et puis les choses, tu les mets ensemble, et puis... tu fais le mélange, et puis tu mets un peu de sel. Eux-mêmes, ils prennent leur truc, là, leur rôle. Moi, j'ai des couteaux, ben, naturellement. Et je ne les ai pas tous là, ils sont à l'intérieur. J'ai des couteaux plus intéressants pour ça. Mais du coup, tu mets toujours autant de légumes dans tes pâtes, dans tes plats Ben, je vais faire un spaghetti aux légumes. Donc, je mets les légumes, je vais faire une sorte de ratatouille, si l'on peut dire. Et puis, tu n'as pas de saucisson, tu n'as pas de hot dog? J'essaie de moins possible. J'aurais pu en prendre, mais j'essaie de moins possible. Des fois, il y a trop de sel. Tu ne fais pas comme beaucoup d'Haïtiens avec un œuf frit sur le plat de spaghetti? Non, je ne fais pas d'œuf frit sur le spaghetti. Ou bien de l'œuf bouilli, on fait souvent ça en Haïti. Oui. Alors là, tu casses et hop. Je vais quand même te donner un petit peu plus. Ah oui, autant nourrir le petit corps que voici. Je le fais pour Bénédicte, pas pour toi. Elle sera bien contente celle-là, tiens. Mais Dani, et ta femme, elle est où? Elle est à Montréal. Elle va venir là, dans quelques temps. Est-ce que tu aimais lui faire à manger? Ou bien est-ce que tu oui, non, je fais à manger. Je fais à manger chez moi, oui. Et les enfants adorent, j'imagine. Oui. Et puis là j'aurais l'air peint. Les mères haïtiennes disent,
Mais il peut prendre un petit peu plus de spaghetti encore. Parce que je suis habitué à faire pour moi, donc. Ouais. Parce qu'avant. Ouais, tu connais la mesure Oui, pour toi, mais du coup, quand tu as un invité comme ça qui débarque, Oui, c'est ça. Ce type-là, on ne sait pas, hein, ils viennent d'Haïti, ils ont des appétits. ils viennent avec des appétits d'éléphant. Comme on dit, ils ne mangent pas seuls. Ils ne mangent pas seuls. Ça, c'est Ils ont un zombie qui frais. mange. Ça ne va pas être Ouais. cuit comme ça. Mais là, c'est quel fruit tu as là, Dani? Ah là, Ouais. tu as des santini tomates, des petites tomates Oui, qui ne ressemblent en rien aux grosses tomates que nous avons en Haïti. absolument. Mais On a qui- comme qui- l'impression mais qui ont qu'on a meilleur des... goût. Ouais. Qui ont un meilleur goût. C'est Le goût est des plus- tomates que tu peux consommer comme ça? Oui, oui, j'adore. Goût de pouvoir. On va laver parce que tu sais Ouais. comment sont les Haïtiens. Ah oui, ah oui. Si c'est pas lavé. Un minimum d'hygiène. hein. Ah oui, 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 maximum d'hygiène. On les comprend parce que le pays, on a tellement de difficultés avec la voirie, avec toutes sortes d'épidémies. Sinon, on serait dans les épidémies. Ouais, ouais. Tout le temps. Alors, Ouais, ça se mange comme ça. ouais. Voilà. Tu vas voir Mais si- je vais couper. Je vais couper pour mettre sur le spaghetti. Voilà, ça a très bon goût. Hein. Très bon goût, je trouve. C'est très, très, très fort. Mais du coup, tu as vraiment beaucoup de légumes pour le coup, Dani. Ben, j'ai beaucoup de légumes, j'ai beaucoup de Est-ce légumes. que tu aimes la viande? tu Est-ce que vas la viande voir. est un élément important dans ta cuisine? Ou bien Oui, tu non, peux t'en non, passer? oui. Je peux, pas tous les jours. Pas tous les jours. Alors là, je vais ouvrir ça. Tu vois, je Mais vais- pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Le poisson, Mais je- est-ce que tu sais préparer le poisson? Là, c'est pour ça, puisque ça, c'est plus grand. Ouais. Donc, je le mets en arrière. Ça, c'est pour le thé, c'est un Ouais. cadeau. Tu vois, c'est bien fait, c'est bien lourd. Ouais, ça a l'air d'une théière persane, hein? Oui. Non? Ce truc, voilà. Ça a l'air, hein? Oui, mais ça, c'est ce Mais du genre coup, de Dani, choses. est-ce que tu peux C'est- préparer le poisson? Parce que Ah, bien j'imagine sûr. que le poisson exige une cuisson Ah oui, j'ai un petit plus four. importante, une petite mise en scène et tout. Hein. Oh, non. Nous avons l'habitude en Haïti de trop préparer le poisson. Oui, Et ça, je on m'en n'a rends pas compte. le hein. goût du poisson, on a le goût des épices. Le poisson lui-même a un goût. Hein. Il faut Qu'on le rate à force de conserver. l'épicer. À force de l'épicer. Nous épissons beaucoup trop le poisson. Mhm. C'est vraiment un petit peu d'huile, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Souvent, le poisson goûte mieux. Les Mhm. aliments goûtent mieux quand on en met légèrement. Moi, j'aime beaucoup épicer puisque je viens d'Haïti. Ouais, ouais. Mais je trouve qu'on exagère. Mais est-ce que quand tu vivais en Haïti, quand tu étais jeune journaliste, tu avais 20 ans, est-ce que tu savais déjà faire à manger? Non, mais non. Pas du tout. Parce que là, il y avait maman, il y avait les sœurs, il y avait aussi le mythe du garçon qui ne faisait pas à manger, j'imagine. Oui, et puis on vous laissait pas. Moi, j'aime bien Et- tes tomates, je goûte encore. Mais oui, vas-y. On vous laissait. Oui, ça, j'aime ça. Par exemple, quand on fait à manger, j'aimais bien rester à côté de ma mère et manger les choses. Là, je mets ça pour cuire là parce que ça cuit pas. Il n'y a pas de problème pour cuire les carottes. En 5 minutes, ça va Ouais. cuire. Alors, je le mets. Ce qu'aucun Haïtien ne fera, aucune femme haïtienne ne fera, mettre des carottes avec, Ouais. avec les spaghettis comme ça. Ah ouais, ça va, ouais. Du coup, pour le Alors coup, là, c'est. Je vais baisser ça. Ouais. Parce que vraiment, il y a trop de feu, il y a trop de feu. Et puis c'est dangereux parce qu'il fait tellement chaud. C'est Ah ouais. aussi à Paris, C'est vrai qu'il fait très chaud hein, pour le coup. Hein. Oh Oui. là là. tu vois. Moi, l'équipe qui m'accompagne m'a dit, Ouais, Vito, il m'a dit, j'avais- mais attends, c'est pas possible. Hein. J'avais mis ça. J'allais mettre le reste. Mais avec toi conversant, c'est pas comme ça, tu vois, quand je cuisine seul. Ouais. Avec toi conversant, l'oignon a trop frit. L'oignon a trop frit, donc j'enlève l'oignon puisque je vais mettre le reste. J'enlève l'oignon pour que ce soit pas trop frit complètement. Et Dani, Et- est-ce et que je quand mets- tu es en train d'écrire un livre et que Oui. tu fais à manger, est-ce que ça t'arrive en faisant à manger de penser à ton livre? Tu vois, d'être hanté par le livre où tu fais à manger, Ah, mais, mais bien sûr. mais tu n'as que des automatismes, mais ta tête Ah, non, est mais- dans ton livre. Et surtout la vaisselle, surtout la vaisselle. C'est Ouais. la vaisselle qui aide à penser. Ouais. Faire la vaisselle est une activité révolutionnaire parce que ça permet à des gens de situations difficiles de penser ou balayer aussi. De penser à se révolter. Parce que c'est physique, mais on peut penser. En même C'est temps. tellement mécanique. Ouais. Faire à manger demande quand même un petit mouvement. Ouais, un petit peu d'attention aussi. Oui, oui. Là, par exemple, il faut surveiller la cuisson, il faut savoir ça. quand c'est trop chaud, Oui, il bon, faut voir quand c'est bon. Je vais fermer aussi. Ouais. Je vais fermer. Et puis pour le... Parce que je n'ai pas de truc là. Il faut prendre les choses. Hein. On n'a pas ça, on prend ça. Ouais. Tu comprends? Donc à Paris, tu n'as pas une femme de chambre, Dani. Tu es seul dans ton petit studio. Ah oui, absolument, Tu organises ton existence, voilà. Absolument. Académicien Et puis, donc, immortel, personne là, qui- tu te fais à manger comme ça. Oui, personne ne m'embête. Là où je suis. Il y a chaque mardi une femme de chambre qui passe et Ok. qui prend les draps.
qui prend les serviettes Ouais. pour aller et tout. Mais à part ça, c'est la paix. Ouais. Parce que ce qui me tue dans les hôtels, c'est le Et fait tes que- vêtements, c'est toi qui les mets dans la machine à laver ou bien c'est elle qui non, s'en non, occupe? non, 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 non. Mes vêtements, c'est moi. Ok. Les affaires qui me concernent, c'est moi. Ouais. Après, quand tu as fini de faire à manger, tu mets tout dans le lave-vaisselle et puis la vie continue. Oui, c'est ça. Je mets tout dans. Non, non, je fais. Il y a la vaisselle, mais je fais moi-même. Tu fais toi-même, ouais. Oui, parce que c'est pas beaucoup. Sauf si je reçois, là. Si Alema Bankou, si Rodney Saint-Éloi passe, et si j'ai des amis qui passent à Paris, et des choses comme ça. Mais est-ce Ouais. qu'ils aiment ta cuisine, Dani? Est-ce que tu as la Battraville réputation de savoir passe. cuisiner? Et Est-ce que tu as cette oui, réputation de savoir cuisiner? non, oui, pas comme ça là, parce que là c'est presque, il y a un côté quand même mise en scène dans le sens que Ouais. je dois faire vite, je m'occupe de toi, je te parle, mais quand je fais très naturel, comme j'écris, Ok. j'en fais pas un flafla. T'en fais pas trop, quoi. Oui. Tu es dans le principe de la juste mesure. Oui, toujours et puis de faire à manger, c'est pour manger. Ouais. Mais est-ce que La tu prends finalité- plaisir à faire à manger ou bien est-ce que tu te sens obligé de faire à manger pour Ah non. plusieurs raisons? Ah non, quand je me sens obligé de faire à manger, je vais acheter quelque chose tout fait. Ouais. Ou bien je vais au restaurant et puis je m'assois, je Ouais. prends un steak, je prends quelque chose. Paris, c'est quand même une des grandes villes gastronomiques du monde. Mais tu peux avoir vraiment toutes les cuisines du monde. Tu peux Du manger monde. turc, grec. Oui, tout près ici. Nord-coréen même. Hein? Oui, on est dans le 10e. Bon, je ne vais pas jusqu'au nord-coréen. Mais là, on est dans le 10e. Donc, on peut toujours. On peut toujours manger Oui, la cuisine qu'on veut. Mon adobo. Là, j'ai un petit John là. Mais John que tu as trouvé Ah où? oui, c'est pas n'importe qui. John, tu vois, distribué par Alphonse. Pétionville, Haïti. Oui, oui, Dans le 10e. oui. Ben, j'ai mon John parce qu'on Tu vendait sais tout préparer ailleurs. le John. Bien sûr, je fais le John. Mais c'est tout est toujours très facile. Hein. On en fait tout un plat. Ça, c'est possible quand j'ai pas le temps. Ouais, tu fais des nouilles. À saveur de légumes, des choses Ouais. comme ça. Infusion, j'ai toutes mes affaires là. Tu vois, des fois, je prends des choses là. Ah bon, les petits pois. Petit pois, mais t'as failli oublier pour le coup. Ah oui. Les petits pois, moi les petits pois, mes enfants disent l'incontournable petit pois. Mesdames et messieurs, Daniela Ferrière faire à manger sur le plateau Délivrez-vous. Qu'est-ce que c'est exceptionnel? On prépare à manger, du moins j'observe surtout, le temps de la deuxième respiration. Et souhaitez-nous bon appétit. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Ah oui. Ben c'est vrai. Ah ben voilà, Ben oui. Ah, nous ouais. allons manger Oui. des pâtes. Des pâtes, et des nouilles. Donc avec un petit peu de carottes, Ouais. parce que j'aime bien les carottes. Ah ouais, c'est Je bien sais- pour les yeux les carottes. Hein? Oui, c'est ma Ouais. mère qui me disait ça. Ouais. Tu sais, je ne veux pas t'embêter, je sais Ouais. que tu n'aimes pas beaucoup les Oui, légumes. là, c'est mais tu es spaghetti. Ouais, les spaghettis, pour le coup, ça vraiment j'adore. Au petit matin en Haïti, c'est particulier. Au petit déjeuner, c'est vrai qu'il y a des plats de pâtes. Aransov, spaghetti. Mais dans ma tête, c'était la norme, Dani. Oui. C'est à l'étranger qu'on finit pour comprendre que c'est pas trop la norme de manger des pâtes au petit Au petit matin. déjeuner, bon, Ouais. chacun fait comme il veut. Nous, en Haïti, on se lève tôt. On se Oui. lève tôt parce que le soleil se lève très tôt. Donc, ben, enfin, voilà, cher ami. Ah ben écoute, j'ai failli... Et à la littérature, le fait de savoir que ce que nous faisons là, faire à manger. D'ailleurs, j'ai toujours comparé la cuisine à l'écriture. Ouais. C'est la même chose, on a des composantes très différentes. Et brusquement, ça se retrouve sur la table, le lecteur est attablé et il va manger ce qu'on lui propose. Du coup, l'écrivain, comme il mange aussi de son plat, il est dans la posture du lecteur. Absolument. Tout écrivain est d'abord son premier lecteur.
Et là, il va manger ce qu'il a préparé, qui est un ensemble. Et je ne fais pas comme on fait en Haïti. Quand je dis Haïti, c'est parce que c'est mon pays. Ouais. Beaucoup. On cuit beaucoup les légumes. Ça, c'est vrai pour le Les carottes sont vraiment pas cuites, mortes, tuées. mais nous savons bien pourquoi. Toujours la question de l'hygiène. Les Haïtiens sont très soucieux de l'hygiène, donc ils doivent cuire pour empêcher que les maladies circulent. Ouais, les microbes et tout. Et avec raison. Ils ont eu raison parce que nous n'avons pas eu beaucoup de grandes épidémies. Donc il faut saluer la sagesse haïtienne là-dessus. Donc on voit bien que ce n'était pas un jugement que je possédais, c'était pour saluer. Est-ce que tu peux faire deux choses en même temps? Est-ce que tu peux manger et faire et poser en même temps une action intellectuelle? Mais ça, c'est la France. Excusez-moi. Hein. Oui, j'en prends. J'aurais dû te proposer d'abord. Bon. Pas beaucoup parce que je sais que tu n'aimes pas trop. Bizarrement, j'aime pas tous les légumes. Oui. Alors que c'est bien pour la santé, tu me disais. Mais oui. Ça veut dire que tu n'as pas grandi. C'est les enfants qui n'aiment pas les légumes. Mais ouais, tu vois. Je suis resté un peu Peter Pan. Oui, tu disais. Oui. Est-ce que tu peux manger et poser en même temps une action éminemment intellectuelle? Je sais que l'action la plus éminemment intellectuelle en France, c'est la conversation. Ouais. Ils ont inventé cela, ils ont peaufiné cette conversation au fil des siècles, depuis le XVIe siècle, bien avant, le XVIIIe siècle, Voltaire, Diderot, ce sont des grands, les salons, et maintenant, ça a pris toute la planète aussi. Et partout, je sais qu'en Haïti aussi, il y a des rencontres, des discussions, mais les Français, ils ont inventé la conversation à table, ce qui permet de digérer. Ils peuvent manger pendant 3 heures, mais ils ne mangent pas durant tout ce temps-là. Ils parlent beaucoup, ils commentent ce qu'ils mangent d'abord, et là, par exemple, tu devrais me dire ce que tu penses. Alors, c'est très bien, ça. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un réflexe, du coup, qui est éminemment français. Du coup, mais mine de rien, autant qu'on y est, je trouve que c'est très bien ce que tu prépares à manger, Dany. Pour l'avoir fait aussi rapidement. Et... Ma mère va être contente, elle va voir que je mange sain. Ouais, voilà. Elle va se dire, voilà. C'est un peu pâte, mais je n'en prends pas beaucoup. Et puis, il faut un peu de calories aussi. Oui, c'est vrai. Surtout avec le travail que tu fais, le travail d'écrivain. Oui. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une activité éminemment physique qui réclame. C'est une activité énergétivore, l'acte d'écrire. Absolument. Il te faut de l'énergie. Oui, il faut de l'énergie, mais pas trop, parce que sinon tu vas passer ton temps à dormir. Ah ouais, c'est vrai. Tu seras saoulé. Donc il faut manger des choses et aussi marcher après. Mais les légumes ne créent pas ce problème. La salade ne crée pas. Donc il faut choisir, si tu n'écris pas le soir, tu peux manger plus lourd demain, le soir. Et quand tu manges, tu as toujours avec toi ton petit verre de vin? Ben, pas besoin d'avoir une bouteille. Mais un petit verre. Je ne prends pas beaucoup de blanc. C'est trop sucré le blanc. Généralement, c'est moins recommandé. Moi, c'est le rouge. Le vin est rouge, mais je n'avais pas ça. Donc j'ai pris dans le réfrigérateur ce que j'avais. Et le blanc est toujours au frais. Quand il fait si chaud, c'est mieux de prendre un vin carrément. Pas trop chaud. Et le rouge est trop chaud pour cette chaleur, parce qu'on est vraiment dans une canicule à Paris. Dany, dans tout ce qu'on ne te dira pas Mongo, on a ça ici, à côté des mythologies américaines, tu t'adresses, on va dire, au modèle type de l'immigré. Oui. Qui, pour le coup, qui arrive à Montréal, mais c'est un livre qui peut servir à quel que soit l'immigré, qui arrive à Pékin, qui arrive en Algérie, etc. Quelle est ta définition de l'immigré? Je l'ai dit, c'est celui qui arrive. Ouais. Celui qui arrive, et surtout qui arrive est souvent forcé, pour des questions politiques, religieuses, économiques, mais qui arrive forcé. C'est la différence avec le touriste, qui arrive de par lui-même, avec son argent, avec une vision du pays nettement ludique. Ouais. Alors que l'immigré sait qu'il va affronter des choses extrêmement difficiles, mais il sait qu'il a une chance. C'est ce que disent tous les immigrés, ceux qui arrivent en famille. C'est pas pour eux. La première génération se sacrifie, enfin, je ne suis pas d'accord, mais c'est ce qu'ils disent. Et pour permettre aux enfants de faire des études en toute quiétude. Bien sûr, de nos jours, la quiétude n'est plus un élément lié à un espace donné. Paris a connu des moments extrêmement difficiles. Malheureusement, La France, malheureusement aussi, et Nice.
ont connu, et les États-Unis en 2001, le Canada a eu des tentatives. Donc la planète devient un espace gorgé d'insécurité. Ouais. Tous les points sont maintenant un peu dangereux. Dangereux. Mais quand même, il reste qu'il y a une structure plus solide, qui fait qu'après un moment extrêmement dramatique, 2 mois plus tard, le pays a repris tout son sens et continue sa lancée. Ouais, la vie reprend, ouais. Oui, alors que dans d'autres pays, la misère attire vers le bas. Alors cette misère-là pousse ces gens, situation politique instable, aussi des fois c'est des cyclones, des catastrophes, à partir et arriver dans un nouveau pays. Alors, ce qu'il doit savoir, quand il arrive dans un nouveau pays, on n'a pas envie d'en l'entendre dire que son pays, le pays qu'il vient de quitter, était meilleur. C'est faux. Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Non, c'est faux. Et ce n'est pas bien pour lui de passer trop de temps dans cet espace que j'appelle l'espace, un sas, c'est-à-dire entre le pays qu'il vient de quitter et avant d'entrer dans le pays où il arrive. S'il est jeune, il a 23 ans comme Mongo, je lui conseille d'aller vivre au centre-ville, dans le cœur. Ça va être plus difficile. Il n'aura pas le confort du ghetto. Ouais. Il n'aura pas une voisine qui va lui faire à manger. Il n'aura pas la sensation que, par exemple, au centre-ville, chaque fois qu'on s'adresse à vous, c'est souvent à un inférieur. Alors que dans le ghetto, c'est des gens qu'on connaît et, tout ça, et qui parfois, vous connaissez de votre vie antérieure où vous avez été médecin. Ouais. Maintenant, vous êtes chauffeur de taxi. Donc, il y a un respect, il suffit de le dire. De dire d'Angelo, tout ça. Et puis les gens disent, ah oui, j'ai connu votre père. Bon, là, il n'y a pas ça. Donc, je lui conseille, un jeune homme de 23 ans, d'aller quand même au cœur de l'action parce que on peut réussir, entre guillemets, dans le ghetto et prendre encore plus de temps avant de passer dans la grande ville. Vaut mieux qu'il prenne ce temps de labeur pour travailler, comme ouvrier et autres, mais toujours à l'affût de tout ce qui se passe dans la société pour que quand ça change, qu'il soit immédiatement adapté. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de transférer encore son argent. Parce que nous sommes comme une monnaie. Et donc il y a de change. Vous venez du Sénégal, vous vous changez en moitié sénégalais, moitié montréalais. Ouais. Et ensuite vous vous changez en montréalais anciennement sénégalais. Mais si, par exemple, vous allez directement, vous venez du Sénégal, vous rentrez directement, vous vous changez en montréalais en difficulté. Et si jamais ça se passe bien, un jour vous deviendrez montréalais qui n'est plus en difficulté. Donc vous sautez un moment qui est extrêmement difficile. Ce moment où on n'est ni d'ici ni d'ailleurs. Ouais. Il peut être très long, il peut durer toute une vie. Il peut changer à la prochaine génération ou même 2 générations plus loin. Mais Danny, j'imagine que lorsqu'on arrive comme immigré, il y a un temps flou, un temps vide, qui est ce que j'appellerais un temps d'incorporation où tu vas faire corps avec de nouveaux habitus. Mais pendant ce temps-là, toi, à Montréal, qu'est-ce que tu as fait? Mais ce temps-là, il existe que si tu veux qu'il existe. Parce qu'il ne faut pas convertir être à Montréal, c'est être en bonne situation à Montréal. Il y a plein de Montréalais nés au Québec, blancs, qui ont de la difficulté. Ouais. L'immigrant veut toujours réussir. C'est pour ça qu'il n'apprend pas les habitus. Ouais. Il pense que la seule façon de rentrer dans la société, c'est de réussir. Moi, je crois que c'est d'abord d'y pénétrer, d'absorber l'ambiance, d'absorber les habitudes et toutes sortes d'habitudes. C'est quand même extrêmement intéressant. Un type descend de l'avion de Port-au-Prince, la première chose qu'on lui dit, les gens qui viennent le recevoir, les Haïtiens, et t'inquiète pas, il y a dans notre rue un très bon restaurant haïtien. Mais il n'était pas venu pour ça. Oui, il serait resté en Haïti pour manger. On lui donne haïtien. aucune chance. Il va dire oui, mais il dira je mange pas ça, je mange pas ça. Oui, mais il faut qu'il apprenne. Laissez-le rentrer dans cet espace-là. Moi, je ne crois pas non plus qu'il faut qu'il élimine tout ce qu'il a été. Au contraire, quelqu'un qui a été... Il faut qu'il renforce ce qu'il a été en absorbant de nouvelles habitudes. Absolument. Tout en gardant ce qu'il est. Absolument. Le chemin qu'il a fait chez lui, c'est un chemin extraordinaire, souvent plus important que le chemin qu'il fera dans le pays. Il faut qu'il parte de cet acquis-là. J'avais l'habitude d'aller au cinéma, j'avais écrit 2 recueils de poèmes, et je prenais toujours un temps pour aller causer avec des amis de la réalité politique
en Chine, au Pakistan, en Haïti et au Canada. Ça, ce sont des valeurs universelles. Je continue. Je continuerai d'aller au cinéma, même si, bon, si c'est trop cher, un peu plus cher, mais je mettrai de l'argent de côté parce que c'est extrêmement important. C'est là que tout ça se joue. Au cinéma. Si vous acceptez. Alors au cinéma ou non, le cinéma pas, comme exemple. Non, c'est pas le type. cinéma qui est la chose importante. C'est le fait de continuer à faire ce que vous avez fait qui vous a mis dans votre situation sociale, dans votre pays. Ok, donc ce que vous faisiez dans votre pays natal. D'Angelo était animateur intellectuel, il était amateur de cinéma, de théâtre. Il va essayer d'y aller. Bon, théâtre, il ne peut pas, c'est trop cher. Mais cinéma, il peut essayer d'y aller. Il y a toujours les mardis moins chers pour qu'il soit au courant, pour que son activité intellectuelle puisse continuer. Parce que sinon, l'immigration est la chose qui médiocrise, qui rend médiocre le plus rapidement possible. Ouais. Parce que justement, j'allais te dire, est-ce que l'immigré, il a toujours le temps pour se cultiver? Est-ce qu'il a le temps d'aller dans les bibliothèques? Est-ce qu'il a le temps d'aller, s'il voudrait, à l'université, s'il est un réfugié politique, comme c'était ton cas? Il fera ce qu'il pourra faire. Et tous les immigrés ne se ressemblent pas. Un homme qui arrive à 50 ans, 4 enfants, une femme qui a dû quitter son pays, un des enfants est malade, il ne peut pas être celui que je viens de décrire là. Il doit rapidement trouver du travail, rapidement rentrer des choses à la maison, sa femme aussi. Maintenant, il faut trouver un babysitter, il faut trouver de garde, il faut trouver, et là, il n'y a pas forcément les papiers, il va les avoir. Donc, il faut qu'il se débrouille. Je ne parle pas de ça, je respecte. Et cette condition-là, beaucoup de gens, la plupart des gens l'ont vécu. Je parle du jeune homme de 23 ans qui arrive. Je dis qu'il a une chance de traverser le miroir plus rapidement. Et parce qu'il peut aussi s'enfoncer dans la même situation que s'il avait 4 enfants, une femme à nourrir ou un mari à nourrir. Et donc, il peut s'enfoncer aussi rapidement. Il faut qu'il ait l'énergie de continuer à faire ce qu'il faisait et d'ajouter les possibilités qui sont dans son pays. Est-ce que c'est en écho à tout ça que tu dis, Dany, que l'exil est une fête, une récréation, pour reprendre textuellement ta formule? Non, c'est plutôt en écho à la dictature. Souvent, les jeunes gens qui quittent les pays du tiers-monde sont poussés par le vent de la dictature, le vent mauvais de la dictature. Le dictateur pense qu'il te punit en t'exilant. Moi, je ne vois pas où pourrait se trouver la punition de vivre à Paris, à Berlin, à Montréal, à Québec, à New York. Et je dis... Où tu as accès à beaucoup plus de produits culturels, voilà. Oui, la vie, où tout le monde voudrait bien être à New York ou à Berlin. Alors, il faut prendre ça comme une sorte de réussite. Il faut prendre ça comme un grand acquis. Il ne faut pas se laisser, disons, imbiber de la propagande du dictateur qui finit par te faire croire que si tu es à New York, tu n'es pas à New York, tu es un exilé. Je ne suis pas un exilé, je suis à New York. C'est ça le fait réel. À ce moment, quelle que soit la manière, quelle que soit la façon qui fait que je sois à New York, je suis à New York. D'ailleurs, si vous faites un essai pour aller voir toutes les populations, les gens qui sont à New York, chacun a une raison. Mais le fait précis, c'est qu'ils sont à New York. Ils sont à New York, cette ville qui ne dort pas. C'est ça, l'énergie de New York. Ils définissent l'énergie de New York. On n'a pas besoin de savoir ce qui vous a amené là. Vous êtes là. Et qu'est-ce que vous faites de ce que vous êtes arrivé? Dany, nous sommes à la fin de notre entretien. Je voudrais que tu arrives à dire 2 phrases à un jeune homme de 23 ans qui vit en Haïti et qui n'aime pas lire. Un jeune homme de 23 ans qui n'aime pas lire. Qui n'aime pas lire et qui vit en Haïti. D'abord, un jeune homme de 23 ans qui n'aime pas lire, pourquoi commencer par le questionner sur quelque chose de négatif? Je voudrais bien savoir ce qu'il aime. Parce que je ne crois pas que ce soit fondamental qu'il aime lire. Il y a de grands écrivains qui sont arrivés plus tard et à la lecture. Et c'est souvent un événement. Et quand un jeune homme de 23 ans n'aime pas lire, ben c'est la faute de D'Angelo, c'est la faute de Emily Prophète, c'est la faute de Léonard Touzeau, c'est la faute de Daniel Laferrière, c'est la faute pas la faute de Gary Victor, parce qu'il pas la faute de Yannick Lanès, parce qu'il y va. Et puis Léonard Touzeau aussi. Mais c'est la faute de beaucoup de gens. C'est-à-dire, mais en même temps aussi, j'aimerais bien, je n'aime pas quand on met
tout le point, toute la chose, tout le poids sur un seul point. J'aimerais bien savoir ce qu'il aime faire et le voir dans ce qu'il aime faire. Parce que, mettons, s'il est un grand sculpteur et qui n'a pas encore, disons, qui n'est pas encore épanoui, eh bien, il fera le groupe Résistance. Voilà. Et là, il est peut-être un grand peintre aussi, un grand menuisier, un grand électricien, il est peut-être... donc j'aimerais bien, je n'aime pas définir le monde sur un seul point, celui que je connais. Ouais. Ça a l'air comme si... Donc tu laisses toutes les pistes toutes les ouvertes, possibles, disponibles. J'aimerais Voilà. bien le rencontrer par contre, j'aimerais bien lui dire qu'il pourrait ajouter cette flèche à son arc, cette corde à son arc, il pourrait bien ajouter cela parce que c'est extrêmement Important. important, ça élargit l'univers, surtout quand tu n'arrives pas à voyager. Ouais. Et parce que c'est un voyage. La lecture. Mesdames et messieurs, Dany Laferrière, nous sommes chez Dany, nous sommes au Récollet. Nous mangeons Dany Laferrière pour le coup, nous lisons Dany Laferrière, nous buvons du vin Dany Laferrière. Écoutez, c'est ce que j'appelle le bonheur. Restez dans cette belle énergie, continuez à lire. Dany est là pour ça. Dany vous propose une belle littérature. Son dernier livre, c'est le dernier Dany. Il y a les deux. Il y a Mythologie américaine. Chez Grasset. Qui est tout simplement, enfin j'ai mis ensemble quelques livres, Comment faire la reconnaissance fatiguée, cette grenade de la main du jeune nègre est-elle une arme enfouie, Hiroshima, et un inédit, Truman Capote au Parc Hôtel, le Parc Hôtel de Port-au-Prince, sur le Champ de Mars, et puis... Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, publié chez Mémoire d'un crier. Mesdames et messieurs, vous avez de la lecture, de la nourriture intellectuelle, de la nourriture terrestre, pour parler comme cet écrivain français. Restez dans le bonheur, dans le plaisir du texte. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.